Salut les boys, 74 000 $, 88 000 $, dans quelle direction le Bitcoin va-t-il aller? Regardons quelques paramètres importants. C'est parti, c'est parti. Bon, si on fait un petit point rapide sur le BTC, rien n'a vraiment changé pour l'instant. On a toujours notre BTC qui est au-dessus de notre trendline blanche qu'on tire derrière nous depuis maintenant l'ATH de Bitcoin. Et on n'a pas encore fait de sommet qui serait plus haut que le précédent. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est un sommet daily, tu vois, aux alentours des 85 000 $? Personnellement, c'est pas vraiment ce que je pense. J'aimerais vraiment avoir une cassure franche au-dessus des 87 000, 88 000 $ pour pouvoir se dire, ok, ça y est, on a fait vraiment quelque chose de massif, on est reparti à la hausse. En suivant ce scénario, ça ne voudrait pas dire qu'on n'aurait pas par la suite une petite correction pour encore faire un peu de frayeur et bien évidemment constituer notre deuxième épaule de cette épaule inversée qu'on est en train de faire selon moi. Mais ce que je voulais te montrer et que je crois que je t'ai pas encore montré, on en parle tous les jours de plein de métriques sympatoches, mais celle-là, elle est hyper massive et je crois que je t'en ai pas parlé. C'est que déjà, bon, on a des divergences, tu vois, sur le RSI, où on a des sommets qui sont de plus en plus bas sur le prix, tandis que sur le RSI, on a des sommets qui sont de plus en plus hauts. Je te les ai tracés, je t'en ai montré quelques-unes. Mais on a aussi une divergence sur les sommets. Tu vois, comme tu peux le constater, entre ces deux sommets, on a le second qui est plus bas que le précédent, tandis que sur le RSI, on a une petite poussée. Parce qu'on avait eu un gros pump, du coup, suite à l'annonce de pause des tarifs douaniers de Donald Trump. Et ça, ça avait donné énormément de force, énormément de personnes avaient injecté de la liquidité et forcément le momentum il a bien aimé. Donc tu vois, pour l'instant cette divergence elle n'est pas encore présente en weekly. Donc en daily ça commence à être du sérieux. Moi, tu sais ce que je te dis à chaque fois, en 4 heures, il faut commencer à se poser des questions. En daily, ça commence à sentir bon. En weekly, on peut se dire qu'on a de très bonnes probabilités que ça se passe de cette manière. Et comme tu peux le constater, pour l'instant, voilà, on n'a pas encore de divergence qui est visible sur le weekly. Mais je pense qu'on n'en aura pas parce que lorsqu'on va dépasser les 80 000 $, déjà, on sera au-dessus. Et donc finalement, on ne parlera même plus de divergence. Donc lorsque ça arrivera, ça va tous nous surprendre les mecs. Ça va prendre un maximum de liquidité. Ça va venir liquider un maximum de shorters. Et ça nous fera grandement plaisir. Ensuite, voilà ce que je voulais te montrer aussi aujourd'hui. C'est une petite charte que j'ai trouvée sur Internet. Mais j'ai pas réussi à retrouver le tweet. Donc je l'ai vite pris en petite capture d'écran. Et je te la mets sous les yeux. Bon, ce que tu peux constater sur cette charte, c'est le pourcentage de profit non réalisé, donc les personnes qui n'ont pas encore vendu, d'accord? C'est la différence entre réalisé, profit réalisé et profit non réalisé, sur les investisseurs short term, donc court terme. Ok. Ce que tu peux constater sur cette charte, c'est qu'en général, on a un pump de Bitcoin et c'est encore plus vrai pour ce cycle-là où les institutions font en sorte qu'on ne sorte pas avec des gains. À chaque fois qu'on a une montée sur les altcoins, tu l'as vu, hein, on redescend directement et donc finalement, ça punit tout le monde. Bref, à chaque fois qu'on a les court-term holders qui n'ont plus de bénéfices, qui sont limite en perte, pour pas dire en perte, donc comme tu peux le voir, c'est comme le RSI là, tu vois, cette petite courbe en rouge là, ça annonce un mois après que le Bitcoin est reparti pour faire une jambe haussière. Ça a été le cas en août 2023. On a eu une petite explosion, on est passé des 20 000 $ direction les 30 000 et ensuite les 45 000 avec l'histoire des ETF Bitcoin. Je ne sais pas si tu étais là, mon gros. On a eu le même cas de figure en été-automne 2024 avec les carry trades. On avait vraiment corrigé. C'était un bain de sang sur les marchés. La plupart des investisseurs court terme avaient perdu de l'argent. On était à peu près resté un mois, tu vois, dans cette zone-là où les court terme investisseurs étaient à 0% de gains de profit non réalisés. Un mois après, boum, on explose. On a eu Donald Trump, patin coup fin, tu connais l'histoire. Donc, avec le récent crash qu'on a eu sur tous les marchés en général, on est venu piquer les 0%. On a touché cette ligne qui est historique finalement. Et ce que tu peux constater, qui a été vrai 2 fois, lorsqu'on est venu toucher cette ligne des 0%, un mois après, le Bitcoin était reparti en tendance haussière. Et ça, c'est important de noter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a eu notre crash de Bitcoin, hop, attends, je vais supprimer ça, on y verra un petit peu plus clair. C'était ici, hop, là. Donc si tu pars du principe que le scénario se répéterait plus ou moins de la même manière, ouais bon, le mois d'avril ne va pas jusqu'au 31, ça va jusqu'au 30, mais du coup, ça nous amènerait le premier jour du mois de mai. Et bizarrement, regarde ça encore une fois, on vient tomber pile au poil entre ces deux intervalles qu'on avait notés, là, entre le 28 avril et le 12 mai 2025. Tu te rappelles, hein, ces intervalles, on les a trouvés ensemble. Il y en avait un qui correspondait du coup au retard moyen qu'on avait lorsque le signal du H-Ribbons s'éclairait. L'indicateur H-Ribbons, tu le connais, c'est un indicateur qui te permet de dire que ça y est, le Bitcoin est rentré dans une zone qui est extrêmement intéressante pour investir à moyen long terme. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas corriger, c'est ce que je t'avais dit. Et d'ailleurs, Donald Trump n'a pas fait exception à la règle. Du coup, on avait constaté qu'on avait à peu près
si je dis pas de bêtises, 42 jours de retard entre le moment où il s'affichait ce Hashray-Bonds et le moment où le Bitcoin gagnait 20%. Il faisait un petit pump des familles. Et on avait aussi ce petit retard, le second retard que je t'invite à aller voir. D'ailleurs, cette vidéo, elle est intéressante. C'est vis-à-vis de la liquidité. La M2 Global Liquidité. Cette charte, tu la vois de partout. Je ne vais pas te la remettre, mais grosso modo, ça prend en compte les plus grandes devises, un panier de devises, le dollar, l'euro, le yen, etc. Bon. Et en général, on dit qu'on a un petit retard, on a une petite latence entre le moment où cette M2 Global Liquidité remonte à la hausse et le moment où ça vient se déverser sur le Bitcoin, qui est un actif liquidovore. Ok. Et à chaque fois qu'on vient regarder des paramètres ensemble, tu vois, tous les jours, j'essaie de vous trouver des petites choses là à se mettre sous la dent. Eh bien, ça arrive très souvent qu'on soit à l'intérieur de ces deux bornes. Donc, écoute, on espère que ça va se passer de cette manière-là, mon gros. Et d'ailleurs, voilà, je voulais pas te la montrer, mais tu te la remanges encore une fois aujourd'hui. La Global M2 Liquidité, cette charte en bleu turquoise que tu vois sous tes yeux, qui a été du coup corrélée à peu près, je dirais 102 jours à peu près, 102 jours avec le Bitcoin. Elle a été décalée si tu veux, parce qu'on a toujours une latence, tu l'as compris. Et ce que tu peux constater, c'est que sur cette charte qui a été partagée par Kyle Chassé, eh bien, on peut voir qu'on a de grandes similitudes, et tu vois, je m'en étais pas aperçu avant, honnêtement, entre la courbe de Bitcoin et la courbe de la M2 Global Liquidity. Tu vois, on a eu 3 corrections, la première, la deuxième, la troisième, et elles se reflètent pile poil lorsque tu fais cette petite latence, ce petit décalage finalement d'une centaine de jours, tu retrouves que le Bitcoin est extrêmement corrélé à cette fameuse M2 Global Liquidity. En partant de ce principe-là, si la corrélation n'a pas bougé et que finalement le Bitcoin va rester avec ce petit retard de jours qu'on a eu par le passé, eh bien ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une troisième correction qui arriverait du coup suite au fait que le Bitcoin briserait sa résistance des 88 000, ce qu'on regarde ensemble régulièrement. Un petit chassé vers le bas qui nous permettrait de faire, tu l'as compris, notre dernière épaule de notre figure épaule, tête, épaule inversée. Et ensuite repartir à la hausse. Et ça arriverait quand ? Ça arriverait en mai. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Ensuite, un paramètre sur BTC dont je t'avais parlé il y a de ça une semaine, c'était la difficulté de miner de nouveaux Bitcoin, autrement dit le hash rate. Il avait fait un plus haut et là, il en fait encore un nouveau. Et tu le sais, en général, ça c'est un paramètre qui est extrêmement bullish pour le Bitcoin. Mais voilà, avec Donald Trump, la géopolitique, etc., il y a plein de choses qui nous passent sous le nez sans qu'on s'en rende compte, quoi. Mais ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. C'est un bon paramètre qui est à mettre dans notre équation vis-à-vis de la tendance, du sentiment qu'on a sur Bitcoin, mon pote. Trump, j'en peux plus de citer son nom. Bref, on a la famille Trump qui prépare le lancement d'un jeu immobilier sur la blockchain inspiré de Monopoly Go qui intégrera bien évidemment des NFT et un nouveau memecoin. Ce Monopoly Go est prévu pour fin avril. Il nous fatigue. Il nous fatigue parce que déjà dans un premier temps, ce qu'ils pourraient faire, c'est de livrer ce pourquoi ils ont récupéré quasiment 1 milliard de dollars là. World Liberty Financial. D'ailleurs, j'ai mis quelques pièces, donc j'espère que le lancement du token, on essaiera de gagner quelques cacahuètes. Ils doivent aussi nous envoyer un airdrop de USD1. On n'a pas encore vu la couleur de ce stablecoin. Là, maintenant, il nous faut encore des memecoins. Les memecoins, par le passé, tu le sais, le Melania et le Trump, ça avait attiré toutes les liquidités. Lorsqu'ils ont sorti ça sur le tapis, tout le monde s'est rué dessus. Et donc, tout le marché a commencé à cracher. Enfin, ça avait vraiment cassé les pieds, finalement. Ils avaient gagné énormément d'argent et on ne change pas une équipe qui gagne. On repart avec les mêmes et on se fait encore un maximum de blé. C'est ce que je t'ai dit sur ce post. Je pense que ils vont attirer des capitaux, mais beaucoup moins que ce qu'ils avaient fait du coup en janvier 2025 où c'était l'euphorie, où on n'avait jamais vu le président des États-Unis qui lançait un memecoin, c'était n'importe quoi. Et on revient dans le dur avec un post de Discover Crypto qui nous a partagé finalement la charte du Bitcoin avec la supply de BTC sur les exchanges. Et comme tu peux le constater, on a une petite pénurie. Au même titre que les GPU sont en train de manquer pour Nvidia, et bien finalement on a de moins en moins de Bitcoin qui sont sur les exchanges, ça fait une pénurie. Et si on commence à avoir un Bitcoin qui revient aux alentours des 100 000 $, qui commence à dépasser son ancien ATH, on peut avoir de l'euphorie. Et si les gens se ruent sur les exchanges pour en acheter, boum, ça peut faire un choc. Et potentiellement que ça pourrait nous faire une jambe boursière bien plutôt sympathique. Tu connais la chanson, c'est l'offre et la demande, c'est la loi de la finance, c'est le b.a.-ba. Donc moins on a de Bitcoin sur les exchanges, plus c'est une bonne nouvelle pour nous les amis. Ensuite, on continue avec une charte plutôt intéressante. C'est un post qui a été partagé par Bitcoin y Crypto. Donc c'est un Twitter espagnol qui est plutôt cool d'ailleurs. Je te le recommande si tu as envie d'apprendre l'espagnol au passage, c'est toujours sympathique. On a Glassnode qui nous a partagé une charte dans laquelle on peut voir le cours de Bitcoin avec le nombre d'adresses
de baleines qui possèdent plus de 1000 bitcoins. Et ce que tu peux constater, c'est qu'on a une petite explosion. On a encore plus de baleines qui ont acheté des bitcoins, qui ont accumulé des BTC durant ce mois d'avril là, que en juillet, en août 2024. Et regarde, c'est vraiment flagrant. En août 2024, tu vois, on était monté à peu près 2000 adresses. Tu vois, 1980 exactement. Et là, on est à 2010 adresses. Donc ça commence à être sérieux. On est dans des zones où ça accumule de plus en plus du Bitcoin. Et bien ça, à un moment donné, tu vois, ça va se refléter sur le prix. Alors peut-être que voilà, la correction n'est pas terminée. Je ne te dis pas que c'est impossible que le Bitcoin retourne à 77, à 74 pour vraiment faire un coup de frayeur. Et si en plus Trump nous lâche pas les basques, qui nous met encore des annonces qui font peur au marché, qui rajoutent de l'incertitude et de la panique, forcément le Bitcoin ne pourra pas partir s'il y a du sang sur le S&P et le Nasdaq, quoi. Mais si tout commence à se calmer, et visiblement c'est ce qui semble se passer, même si on a un petit concours de quéquette entre le président chinois et le président Trump, normalement ça devrait aller de mieux en mieux, parce que là Trump il commence à sentir que voilà, les gens ils commencent à s'éloigner de l'Amérique, on a de moins en moins de personnes qui veulent acheter de la dette américaine. Les Chinois, eux aussi, ils en vendent dès qu'ils peuvent le faire. Donc, voilà, c'est pas non plus son intérêt de faire vraiment cracher le marché parce qu'il se rend bien compte que maintenant, on ne va plus se réfugier dans la dette US. Donc, tout ça pour dire que si ça se passe bien, ça pourrait se refléter sur le Bitcoin et ça pourrait reprendre le cycle. C'est du moins ma conviction que je te partage. Je suis toujours têtu. Je pense que le cycle n'est pas terminé. C'est mon opinion personnelle et je t'invite à faire le tien. BlackRock, qui nous ont acheté des ETF pour un montant de 37 millions de dollars de Bitcoin. Et ça va dans le bon signe. On commence à réavoir un petit peu d'inflow, doucement mais sûrement. Ça commence à revenir et ça fait plaisir à notre Bibi. Ensuite, petit point sur une crypto liée au RWA dont on a beaucoup parlé sur la crypto brève ces derniers mois, c'est Maple Finance. Tu le sais, il y avait le token Maple, ensuite on parlait de Syrup, moi j'avais fait le changement. Et le token Syrup, ils ont fait de très mauvaises communications avec ce token. Il a perdu en valeur alors qu'honnêtement, c'était pas vraiment justifié. C'est vraiment un problème de communication et c'est là que tu te rends compte que le marketing, il a un grand rôle à jouer, que ce soit dans l'industrie normale, mais aussi dans la crypto-monnaie, quoi. Mais bref, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une TVL qui est complètement folle. On a quasiment 1 milliard de TVL, plus ou moins la même TVL qu'on a sur Ondo Finance, qui est un projet capitalisé à des milliards, tandis que là, sur Maple Finance, on a un market cap de 100 millions de dollars. Donc tu vois, on a un rapport x10 entre la TVL de Maple et le market cap de Maple Finance. Donc c'est complètement fou. Donc c'est vrai qu'ils ont des produits qui sont très intéressants et moi honnêtement à la fin du bull run je pense que je me servirai de quelques-uns de leurs produits. J'irai aussi sur des SEX, la vérité c'est qu'on n'a pas trop le choix, ou alors sur du AAV, je verrai, on en parlera à ce moment-là. Dans tous les cas, je resterai avec vous les mecs, la crypto brève sera présente même pendant le bear market. On a de la TVL du coup, mais on a surtout des partenariats qui sont intéressants. On a Cordéao qui sont avec eux, on a Bitwise. Donc c'est un projet qui est costaud. Et ce qui est aussi cool avec Maple en avril 2025, c'est qu'ils ont perdu un leader du RWA qui était Mantra. C'est un projet qui était capitalisé à 6 milliards de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et étant donné qu'on a eu un crash total du token, comment veux-tu avoir confiance dans ce protocole maintenant? Je pense que c'est terminé, pipo, tu peux ranger les valises. Donc, ça laisse de la place. Est-ce que Maple va en profiter ou est-ce que Ondo va complètement écraser Maple? Eh bien écoute, j'ai envie de te dire que ça serait pas impossible que Maple bénéficie finalement du crash de Mantra. On verra ça ensemble les mecs. Ensuite, sur ce post qui a été partagé par l'équipe de Rayon Labs, et là c'est intéressant, je te dis bien l'équipe de Rayon Labs, pas l'équipe de Bit&Sword, parce que maintenant sur Bit&Sword on a une centaine de subnets et chaque subnet a son équipe marketing. On ne les voit pas beaucoup pour l'instant, mais je pense que voilà, lorsque ça va commencer à revenir énormément à la mode, tu vas voir Bit&Sword de partout. Bref, on a les subnets finalement qui ont des performances de malade mentaux. Et notamment le subnet Gradient. C'est complètement fou parce qu'ils proposent des services qui sont hyper compétitifs à Google Cloud, à Amazon, à Together AI, au plus grand finalement du Web 2. Et ils sont beaucoup moins chers pour des performances qui sont quasiment identiques à celles de Google Cloud. On a 65,6% de performance d'amélioration, tandis que sur Google Cloud on est à 62,6%. Alors que le prix, regarde. Le prix par heure d'utilisation de ce subnet, c'est de 5 $. Tandis que pour Google, 67,5. On a un rapport 10, voire même plus, entre les produits du Web 2 et les produits qui sont sur l'écosystème de Bit&Sword. Là, pour le coup, Gradient, il marque énormément de points.
Ils ont vraiment des performances qui sont remarquables. Je vais te faire encore plus de vidéos sur les subnets de Bit&Sword parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Et tu vois, bon, une chose qui me rend fou, on a Binance et KuCoin qui sont paralysés par une panne majeure des centres de données Amazon. Ouais, tu vois, c'est un peu ce dont on a parlé. Ils sont dans l'industrie de la crypto-monnaie. Binance, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent pas des voitures ou des oranges. Ok, ils vendent de la crypto-monnaie. KuCoin, pareil. Sers-toi un petit peu de la puissance que peuvent te procurer certains projets crypto. Encourage le secteur, encourage le dépine, encourage le cloud computing. Merde, enfin, je sais pas. Et forcément, c'est pas facile de se développer, tu vois, dans un monde où t'as des Google, où t'as des Amazon qui sont au-dessus de toi pour essayer de grappiller un peu de concurrence. Ben voilà, c'est pas facile. Mais si t'as pas les plus gros de ton industrie qui te font travailler, qui te mettent vraiment bien en avant, ben voilà, je trouve ça vraiment nul, quoi. Vraiment nul. C'est comme si toi, là, tu te lances, t'es maçon, t'as ton voisin qui construit des maisons, qui est entrepreneur, et il fait jamais appel à tes services, tu vois, alors que t'es son voisin, t'es censé être son collègue, voilà. Enfin bref, c'est comme ça. Ensuite, petit point sur la Maison Blanche de White House, qui envisage plusieurs options pour financer sa réserve de Bitcoin. Tu le sais, Trump a signé la réserve stratégique du BTC, mais ils ont décrété qu'ils allaient garder les bitcoins qu'ils avaient saisis par le passé, mais qu'ils n'en achèteraient pas de nouveau mois après mois. Et ça a été un peu une déception pour les marchés parce qu'on s'attendait au fait que, je sais pas moi, Donald Trump nous annonce, ok, on va en acheter même un par jour, tu vois. Mais ça aurait été hyper symbolique que Donald Trump fasse ça. Et c'était pas sa priorité. C'était pas sa priorité, mais c'est en train de revenir à l'ordre du jour. Alors voilà, on a pas mal de rumeurs. Pour l'instant, on n'a rien qui est concret. Voilà, on a Cynthia Lummis, on a des sénateurs qui commencent à faire des propositions. On a notamment le fait que on pourrait avoir une vente de quelques parties de la réserve stratégique d'or des États-Unis pour racheter du Bitcoin, faire un petit arbitrage. Honnêtement, j'y crois moyen. Cette histoire, j'y crois vraiment moyen. On a des idées aussi qui sont passées là par quelques sénateurs sur lesquels en fait ils pouvaient lancer des obligations d'État où il y avait un petit pourcentage de Bitcoin sur les obligations qui allaient être proposées aux retail finalement, aux petits investisseurs, où en fait lorsque tu achètes les obligations américaines, ben, tu achètes aussi un petit pourcentage de Bitcoin, donc ça augmente tes performances parce que le Bitcoin a des performances qui sont magiques depuis maintenant plusieurs années si tu dézoomes sur la situation, d'accord? Et du coup, ben, ces Bitcoins auraient été accumulés dans une réserve pour le pays. Donc on a pas mal de petites initiatives, mais voilà, maintenant ben, il nous faut l'approbation du boss, l'approbation de McDonald's, il aime bien ouvrir sa bouche, donc ben, on espère qu'il fera la même chose pour le Bitcoin. On s'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, un petit like et un commentaire, tu connais la chanson, si t'es pas abonné, ben, ne t'abonne surtout pas, hein. Il faut peut-être que je dise l'inverse, ça marchera encore mieux. Bref, bisous, ciao ciao.